Bonsoir, bienvenue au webinaire sur les repas, un jeu d'enfant, notre deuxième séance où est-ce qu'on va parler de soutenir les moments des repas. Mon nom est Véronique Chiasson, je suis ergothérapeute enregistrée en Ontario. Je travaille en pratique privée et je suis aussi directrice clinique pour les services en français avec Quick Start Early Years. Donc, si on se souvient, notre dernière séance, on a parlé des moments de repas, c'est quoi les difficultés qu'on peut observer, qu'est-ce qui peut rendre les moments de repas difficiles pour un enfant autiste. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on peut soutenir les moments de repas. C'est quoi, basé sur les différents facteurs qu'on avait vus, hein, des difficultés au niveau des comportements des filles, des difficultés au niveau de l'environnement, des difficultés sensorielles, des défis au niveau de la motricité, des fonctions oromotrices. Donc, on va parler de certaines stratégies qu'on peut mettre en place pour soutenir les moments de repas. Comment on peut organiser les repas et l'espace, encourager l'enfant à se nourrir soi-même, développer aussi les habiletés oromotrices parce que, comme on a vu, hein, il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'est notre plan pour la séance. La première chose qu'on veut faire, c'est organiser les moments de repas. Donc, une des caractéristiques de l'autisme, c'est l'insistance sur la similitude. Donc, les changements sont difficiles. On a discuté à notre première séance que ça peut apporter des défis au moment des repas, surtout si l'enfant n'a pas un horaire stable ou a de la difficulté à maintenir un horaire stable ou un lieu stable pour manger. Donc, c'est souvent la première étape, c'est de comment faire pour créer ces routines-là. Donc, une des choses qu'on veut faire, on veut créer des routines prévisibles avec des attentes claires, c'est la première étape. Donc, un des premiers trucs, c'est de mettre un temps limite pour le repas. Les enfants, habituellement, dans à peu près une vingtaine de minutes, s'ils n'ont pas mangé ce qui est là, la faim diminue, notre sentiment de faim. Donc, d'allonger le moment du repas plus que 20 à 30 minutes ne va pas nécessairement faire en sorte que l'enfant va manger plus. Donc, ça, c'est une des choses, c'est d'avoir un temps limite au moment du repas pour qu'on puisse y mettre fin et que ça ne dure pas, là. J'ai déjà eu des repas avec certains enfants que les parents rapportaient que ça pouvait prendre 1 heure et demie. Donc, ce qu'on sait, c'est que le plus long le repas ne peut pas nécessairement faire en sorte qu'il y a plus de chances que l'enfant va manger au moment du repas que plutôt de faire ce que j'appelle le papillonner. Donc, de manger des collations ou de manger si la nourriture est disponible toute la journée. Donc, un horaire stable, c'est habituellement j'appelle le papillonner. Donc, de manger des collations ou de manger si la nourriture est disponible toute la journée. Donc, un horaire stable. Donc, ça veut dire que de notre côté, comme adultes ou aidants ou parents, on veut être constant, nous aussi, d'avoir ces horaires-là. Même si nous, on ne mange pas nécessairement à ces moments-là où on n'a pas un horaire familial stable, essayer d'en créer un pour l'enfant autiste, ça pourrait être bénéfique. On pourrait utiliser aussi des soutiens visuels ou gestuels pour aider l'enfant à comprendre la routine. Donc, quand on dit soutien visuel, ça peut être des images, ça peut être de montrer aussi la nourriture, ça peut être de montrer la table, ça peut être différentes choses comme ça. Ça peut aider l'enfant à comprendre ce qu'on s'attend de lui. Montrer des gestes comme c'est le temps de manger, de s'asseoir, donc ça peut aussi soutenir le moment du repas. Je vais donner un exemple d'un enfant ici qui n'avait pas une routine de repas. Donc, il pouvait manger, par exemple, sur le sofa, il pouvait manger une barre granola sur le sofa, mais là, quand il était distrait avec autre chose, mais la barre granola restait sur le sofa, puis l'enfant, un peu plus tard, pouvait comme le voir, même s'il n'avait pas nécessairement faim,
pouvait revoir la barre granola et vouloir continuer de la manger. Donc, quand on a commencé à instaurer des moments, on a commencé avec des moments de collation parce que c'était plus manger. Donc, quand on a commencé à instaurer des moments, on a commencé avec des moments de collation parce que c'était plus facile et plus motivant. On a commencé à instaurer des collations stables. L'enfant était capable de comprendre que, OK, là, c'est le temps de manger la barre granola, c'est ce qu'on fait, on la termine ou on dit qu'on a fini et ensuite, on finit la routine du repas, puis on comprend que c'est terminé. Donc ça peut énormément aider l'enfant à comprendre quand est-ce que c'est le temps de manger et quand est-ce que c'est le temps de jouer ou de faire autre chose. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir un lieu stable pour manger. Donc, on a parlé d'horaire, horaire prévisible, la même chose, un lieu stable pour manger. Je veux dire, ça peut être à la table de cuisine, ça pourrait être à une petite table, ça peut être assis sur le sofa, c'est OK si c'est là qu'on mange nos repas comme famille, mais ce qu'on voudrait, c'est un endroit où se passent les repas pour que l'enfant comprenne que quand je suis là et que telle chose m'est présentée, les indices prévisibles, ça veut dire que c'est le temps de manger. Est-ce qu'il y a un danger qu'on devienne trop rigide? Oui et non. Hein? Il y a des fois, je vais avoir cette question-là des parents. Oui, mais là, si on a un horaire, puis aussi si on mange toujours à la même place, qu'est-ce qui arrive quand on veut peut-être faire autre chose? C'est correct, mais au début, avec un enfant, on veut établir une nouvelle routine, on veut être prévisible jusqu'à ce que l'enfant ait bien compris les attentes. Quand vous montrez, par exemple, la chaise où est-ce que vous aimeriez qu'il s'assoie, puis qu'il commence à y aller tout seul, puis s'asseoir, puis il commence à manger, ça veut dire que là, la routine, elle commence à être bien établie. Là, on pourrait apporter des petits changements, on pourrait faire des petits changements à l'horaire ou peut-être faire des petits changements à la routine. Puis là, l'enfant pourrait être OK avec ça. Mais établir la routine en premier, super important, parce que si on change trop de choses rapidement, ça peut désorganiser l'enfant là, dans sa compréhension du moment des repas. Donc, on va regarder des trucs pour la posture assise. Une des choses qui revient souvent, c'est la difficulté à rester assis ou rester pour la durée du repas. Donc, quelques petites suggestions à ce niveau-là. On voudrait, le plus possible, promouvoir une bonne posture. Donc, que l'enfant soit assis pour que la nourriture puisse bien entrer dans la bouche et ensuite de ça se rendre à l'estomac. Donc, le plus droit possible, c'est toujours bien et recommandé et être soutenu. Donc, si un petit dossier, si les pieds sont soutenus, c'est la meilleure posture pour manger. Parce que si je me sens un peu déstabilisée, il y a plus de chances que je vais bouger ou je vais essayer de me lever si je ne me sens pas stable. Et ça, on a discuté ça la dernière fois, là, des difficultés de rester assis, c'est très commun. Une des choses qu'on peut faire, c'est commencer avec des petits blocs de temps. Donc, l'enfant, le tout petit, des fois, ou l'enfant qui commence à comprendre la routine du repas, peut se lever même s'il a encore faim parce qu'il y a de la difficulté à rester assis. Donc, on peut travailler à rester assis au début. Ça peut être 1 minute, mange 1 ou 2 bouchées, il va peut-être faire des petits allers-retours. Ensuite, on revient se rasseoir, on mange quelques autres bouchées. On peut faire comme ça pour augmenter graduellement le temps. Une des choses qu'on veut faire attention, c'est de ne pas forcer l'enfant à rester assis, mais plutôt travailler à ce qu'ils veulent et qu'ils puissent rester. Qu'est-ce que ça va prendre pour le ramener à la table de son plein gré, dans le fond, qu'ils veulent revenir à la table? Est-ce que ça va être, comme on dit, des appuis visuels, commencer avec des petits blocs de temps? Il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place pour soutenir ça. Utiliser un appui visuel et prévoir une activité plaisante après le repas, ça, c'est une autre idée. Par exemple, un timer, une minuterie, excusez-moi, j'ai le mot en anglais qui m'est venu à la bouche. Donc, mettre une minuterie, que l'enfant sache que, OK, quand la minuterie, moi, je le mets sur mon téléphone, ça peut être le petit œuf dans la cuisine, je mets une minuterie, quand ça c'est fini,
le temps du repas est terminé. Puis après, on peut avoir une activité plaisante que l'enfant aime bien faire après le repas, que ce soit aller dehors, que ce soit avoir accès à la télé ou la tablette, ou des choses comme ça, c'est possible. Une des choses qui va aussi aider, c'est de réduire les distractions auditives et visuelles. Parfois, parce qu'on veut vraiment que l'enfant mange et ait ses apports nutritifs, on se dit, je vais le distraire, puis là, il ne se rend pas compte là, que c'est le temps de manger. Ça peut fonctionner jusqu'à un certain point seulement. Je m'explique. Donc, par exemple, utiliser soit des distractions comme la télé ou la tablette ou des choses comme ça, puis là, on nourrit l'enfant pendant qu'il est distrait, va faire en sorte qu'à court terme, oui, il va manger, mais qu'est-ce qui arrive si la distraction, soit auditive ou visuelle, la télé, la tablette, n'est plus assez intéressante pour l'enfant? L'enfant n'aura pas appris que l'exploration des nouveaux aliments, des nouveaux aliments, découvrir le plaisir de manger, des possibilités d'interaction sociale aussi au moment du repas. Donc, malgré que la distraction peut aider à avoir l'apport nutritif, à long terme, on ne voit pas beaucoup de succès à augmenter là, ces choses-là que j'ai mentionnées qui sont super importantes pour avoir des moments de repas qui ont du succès. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir accès à la télé ou la tablette. Je donne ces exemples-là parce que c'est souvent les exemples que les parents vont me donner. Je pourrais faire en sorte que l'enfant mange quelques bouchées et là, il peut regarder un petit bout de vidéo ou le petit jeu sur la tablette. Augmenter le temps de manger pour qu'éventuellement, ça peut devenir l'activité plaisante après le repas. Donc ça pourrait être une façon là, d'augmenter la façon que votre enfant participe dans le moment des repas sans utiliser des distractions. Donc, augmenter graduellement combien on aimerait qu'il mange avant d'avoir accès à la tablette ou à la télé ou d'autres objets là, qu'il aime jouer avec. Ce sont des objets qu'il aime beaucoup. Un autre truc pour aider l'enfant à rester assis et participer au moment des repas et rester avec nous, c'est de s'assurer d'inclure au moins un aliment préféré à chaque repas. Donc, un aliment qu'on sait là, qui va fonctionner. Moi, j'aime recommander de le mettre en même temps que les autres, plutôt que de donner l'aliment moins préféré en premier, puis ensuite l'aliment préféré. Parce qu'une des choses qu'on sait, qu'est-ce qui arrive s'il ne veut absolument pas du tout toucher l'aliment non préféré? Ben là, on est un peu pris parce que là, il n'aura pas mangé, puis là, on n'a comme pas le choix de lui donner un aliment préféré pour qu'il mange. Puis l'enfant apprend que j'ai pas besoin de manger celle-là, je peux juste attendre ou avoir des comportements perturbateurs, puis là, l'aliment préféré va survenir. Donc, ça, c'est une façon qu'on veut éviter pour que l'enfant n'apprenne pas que si j'attends assez longtemps, là, mon aliment préféré, il va arriver. Ce que je peux faire, c'est plutôt d'avoir les aliments présents, mettre celui-là que j'aimerais qu'il mange, celui-là que je sais qu'il va manger pas mal à 100%, certain qu'il va manger, puis espérer qu'une fois qu'il commence à manger, qu'il touche ou qu'il manipule ou même qu'il mange l'autre aliment qu'on a mis là. Donc ça, c'est les trucs pour rester assis, rester présent, la motivation à vouloir rester et rester assis pour manger. Notre prochain thème, c'est quelque chose qui va vraiment aider l'enfant à s'engager dans le temps des repas avec vous. Donc, j'ai mis une petite citation ici là, de Benjamin Franklin qui dit « Dis-moi et j'oublierai, enseigne-moi et je me souviendrai, implique-moi et j'apprendrai. » Donc là, on va parler de la participation dans notre prochaine section. La participation est importante au moment des repas pour différentes raisons. Pour développer la communication, pour que l'enfant puisse faire connaître ses besoins, pour
développer le désir, le plaisir de manger, de toucher les aliments, d'explorer. Aussi pour apprendre des autres et aussi pour apprendre éventuellement à être autonome. Donc, il y a 4 concepts de participation que je vais expliquer maintenant. Le premier, c'est le choix des aliments. Donc, une des choses qu'on veut faire, donc on va passer à la prochaine diapo pour le choix des aliments. Une des choses qu'on peut faire, c'est d'avoir des opportunités de faire des choix au moment du repas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On veut augmenter le sentiment de contrôle de l'enfant sur qu'est-ce qu'il va manger. Il peut avoir des nouveaux aliments dans ces choix-là, mais il peut aussi avoir des aliments connus, familiers, préférés aussi, qu'on sait qu'ils vont probablement choisir, mais offrir des choix aide l'enfant à être exposé à des nouveaux aliments aussi. On peut les offrir de façon visuelle, comme vous voyez ici, là, on a mis un exemple d'une fiche de choix. Autre chose qu'on peut faire, c'est on peut proposer des choix, donc montrer à l'enfant, par exemple, la banane et les raisins, par exemple, pour la collation. On peut ouvrir l'armoire et regarder c'est quoi les choix. Il y a différentes façons de le faire selon le niveau de communication de votre enfant et aussi de ses habiletés-là à pouvoir choisir. Donc, ça fait partie là, des choses qu'on pourrait faire pour aider votre enfant à participer puis avoir, comme j'ai mentionné, ce sentiment de contrôle-là et développer la communication autour des repas. Une autre chose avec certains autres enfants ou des enfants peut-être un petit peu plus vieux, c'est la participation lors de l'achat de l'épicerie. Donc, quand on va faire les courses, impliquer l'enfant dans qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va acheter. Soit avec notre liste d'épicerie, l'encourager à toucher ou à nous aider à mettre dans le panier, par exemple. Ça peut commencer à différents âges, mais participer lors de l'achat de l'épicerie peut aussi aider l'enfant à être exposé à différentes nourritures et aussi différents formats, différentes couleurs. Comme on a parlé la dernière fois, certains enfants, c'est difficile pour eux de voir, par exemple, l'aliment sous différentes formes. Mais s'ils voient la carotte, qu'est-ce qu'elle a l'air, la carotte, et comment elle est transformée par la suite dans mon assiette? Ben, ça aide juste à l'exploration sensorielle de votre enfant. Donc, ça, c'est pour les choix. Une autre façon de participer, c'est la préparation du repas. Là, on va dire, oh, est-ce que je veux mon enfant dans la cuisine? Ça dépend du niveau de participation qu'on cherche, ça dépend du niveau de compréhension de votre enfant, de ses habiletés motrices, bien sûr, de son âge. Mais je vais vous donner un exemple d'un petit garçon de 2 ans et demi qui avait de la difficulté, par exemple, avec le petit déjeuner, là, il mangeait juste toujours la toast avec le beurre d'arachide. Et là, c'était pas vraiment possible parce qu'à la garderie, on peut pas manger du beurre d'arachide. Donc là, les parents essayaient de changer qu'est-ce qu'on allait mettre. Donc, au début, on avait des refus, ils ne voulaient pas du tout. Mais graduellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait participer à la préparation de la toast le matin. Et là, on a essayé avec le fromage à la crème. C'est une des choses que les parents voulaient essayer. Et il participait à ouvrir le contenant, à prendre avec le couteau, le papa mettait dessus, faisait aider le petit à mettre dessus. Donc, ce que ça l'a fait, au début, l'enfant ne mangeait pas, la toast avec le fromage, mais à mesure d'être exposé à la préparation, à sentir, oh, c'est différent, c'est pas du beurre d'arachide, c'est du fromage, c'est blanc, c'est pas brun. Il a été graduellement exposé et finalement, après plusieurs fois, plusieurs présentations, il a réussi à y goûter. Avec d'autres enfants, ça va aider aussi à développer là, sentir, toucher, aussi avoir un petit peu de contrôle sur mais comment est-ce que je veux que ça soit présenté dans mon assiette? Est-ce que j'en veux un petit peu ou beaucoup? Donc, quand on les met dans l'assiette, il y a des enfants qui vont participer avec ça. Donc, la préparation des repas est aussi importante que le moment du repas.
On peut commencer tout petit, hein, par exemple, il nous aide à peler la banane. Donc, ou il nous aide à mettre le yogourt dans le plat avant de le manger. Ça peut être des choses comme ça. Puis quand je dis aider, ça peut être juste des petits moments d'aide où est-ce que l'enfant nous aide à ouvrir le contenant, ou nous aide à verser, pour aller même plus compliqué avec certains enfants, où est-ce que là, on fait, par exemple, on va couper, on met dedans, on fait la salade, ou on fait les biscuits, différentes choses comme ça. Et là, ça expose l'enfant à la préparation de la nourriture. L'une des choses qu'on veut aussi voir, c'est comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à se nourrir soi-même. Donc, on va regarder ça maintenant. Que ce soit avec les mains ou des ustensiles, apprendre à se nourrir, c'est une habileté très importante. On veut donner à l'enfant le plus d'occasions possible de participer sans nécessairement le forcer à se nourrir là, selon ses habiletés. Est-ce que c'est avec les doigts? Est-ce que c'est avec la fourchette ou la cuillère? Ça va dépendre. On veut penser aux différentes textures. Est-ce que les textures, c'est compliqué de les toucher? Il y a un petit garçon avec qui je travaillais, il pouvait manger une banane. Si elle était encore dans la pleure, là, il pouvait, mais si elle était pelée, il ne pouvait pas y toucher avec ses doigts. Donc là, à ce moment-là, se nourrir soi-même, il fallait vraiment penser à comment est-ce qu'on allait lui présenter la banane pour qu'il accepte. Sinon, il fallait que maman lui donne à manger parce qu'il ne voulait pas la toucher. C'est OK, hein, on va s'habituer éventuellement, mais il ne voulait pas du tout la toucher avec ses mains. Donc, on a fait avec la fourchette, finalement, quand elle était déjà coupée, et ça avait bien été. Donc, je veux prendre en compte ces choses-là. Est-ce qu'il est capable de... Est-ce que c'est OK pour lui de toucher ou est-ce qu'il préfère utiliser un ustensile, des choses comme ça. Pour les ustensiles, on va regarder aussi la taille des ustensiles, donc de la cuillère ou de la fourchette, puis comment est-ce que l'enfant prend l'outil. Donc, on veut l'aider à pouvoir se nourrir soi-même avec le moins d'intrusion possible. Donc, faire complètement la main sur la main, parfois, ça va être intrusif pour l'enfant et on pourrait avoir des difficultés au niveau de comportement perturbateur parce que là, l'enfant se sent forcé ou si l'enfant a des défenses tactiles et qu'on touche ses mains, ça peut aussi le mettre en détresse. Donc, on veut essayer de voir quel niveau d'aide est-ce qu'il va être nécessaire. Est-ce que si je mets sur la cuillère déjà la nourriture, est-ce qu'il est capable de la prendre et de l'amener à sa bouche? Peut-être que c'est juste ça qu'il est capable de faire en ce moment et c'est OK. D'un autre côté, peut-être qu'il a besoin d'aide à ne pas tourner sa cuillère quand il la met dans sa bouche. Peut-être qu'il a besoin qu'on l'aide à juste rentrer la cuillère dans la bouche. On peut aider juste avec les petites parties avec lesquelles il a besoin d'aide pour qu'il y ait un succès. Donc, doser le montant d'aide nécessaire pour qu'il puisse le faire lui-même. Il y a des enfants qui ne sont pas prêts tout de suite à se nourrir eux-mêmes et les parents vont les aider avec la cuillère ou la fourchette ou par exemple, si c'est des textures mixtes, là, les parents peuvent définitivement aider l'enfant à se nourrir. Mais si on voit que l'enfant a un désir d'être autonome mais que c'est difficile, là, il faut donner le niveau d'aide nécessaire pour qu'il puisse avoir du succès. On va regarder maintenant la dernière. J'ai parlé tantôt de routine et de comprendre et que les choses soient prévisibles. Il y a commencer le repas, l'heure des repas, l'endroit des repas, mais il y a aussi comment on marque la fin du repas. On a parlé qu'on peut avoir soit des soutiens visuels avec une minuterie, on pourrait avoir un horaire visuel. Une autre façon aussi, c'est de ranger et nettoyer. Donc, à la fin du repas, ça peut aider l'enfant dans son développement de sa compréhension si on a une fin qui est prévisible, systématique et que l'enfant comprend que quand ça c'est fini, là, le moment du repas est fini. Et pour certains enfants, de comprendre que c'est la fin va énormément aider à réduire les comportements perturbateurs parce que des fois, ils ne voient pas la fin du repas. Donc, une des choses qu'on peut faire, on peut commencer ça très tôt ou même si on commence maintenant puis l'enfant a 10 ans puis il n'a jamais rangé, c'est pas grave, on peut commencer tout doucement puis voir qu'est-ce qu'on peut amener. Ça peut être aussi simple que s'essuyer la bouche. Ça pourrait être donner son assiette à maman ou papa. Si on est, par exemple, l'enfant ne peut pas se lever puis aller mettre son assiette dans l'évier. Ça pourrait être ça aussi, aller mettre son assiette dans l'évier.
Avec des plus grands ou des enfants qui ont, qui ont moins de difficultés de motricité, par exemple, qui peuvent le faire, ça peut être de rincer mon assiette, la mettre dans l'évier ou le lave-vaisselle. Ça pourrait être même juste essuyer la table avec une lavette ou un essuie-tout. Qu'est-ce qui va aider l'enfant à marquer que le temps du repas est fini? Donc, ça, c'est des petites idées qu'on peut avoir. Ça peut être très simple, ça peut avoir plusieurs étapes, ça dépend vraiment du niveau de l'enfant, mais ça nous aide à voir que le repas est terminé. Et ça augmente la participation. Ça travaille l'autonomie en même temps, pourquoi pas? Donc, ça, c'est une des choses qu'on va souvent prôner là, pour aider l'enfant dans les moments de repas. Une des choses qui est super importante, c'est même si on n'est pas certain que notre enfant nous regarde ou comprend ce qui se passe, être un modèle, c'est essentiel. Donc, si au moment des repas, votre enfant, vous aimeriez que votre enfant soit assis, la meilleure chose, c'est que vous soyez vous aussi assis. Si vous aimeriez que votre enfant mange, une des choses aussi, c'est de manger en même temps et d'être ce modèle-là, de montrer que vous êtes en train de manger les aliments que vous aimeriez qu'il mange. Il y a habituellement plus de chances que votre enfant va essayer ou va faire s'il vous a vu vous, ou ça pourrait être la fratrie, hein, frère, sœur, ça pourrait être maman, papa, grand-maman, ça ne dérange pas, mais s'il voit quelqu'un le faire, il y a plus de chances qu'il va le faire. Une des stratégies pour essayer d'amener des nouveaux aliments, c'est de nous aussi les goûter. Ça m'est déjà arrivé avec une famille où est-ce que on avait recommandé que l'enfant essaie des nouveaux aliments. Et les parents avaient choisi un aliment, mais ce n'est pas un aliment qu'eux mangeaient de façon régulière. Donc, on se demandait pourquoi ça prenait autant de temps pour que l'enfant accepte de le manger, accepte de le toucher. Mais c'est parce que c'était pas un aliment qui faisait partie du menu de la famille. Donc, quand on a plutôt regardé qu'est-ce que les parents mangent au repas, qu'est-ce qui sont certains des aliments qui sont présents assez régulièrement, et on a choisi des aliments comme ça, on a eu plus de succès avec que l'enfant essaie un nouvel aliment qu'avant. Donc, vous voir faire, vous voir être assis, vous voir manger, c'est essentiel là, pour que votre enfant participe au moment des repas. On a parlé de nouveaux aliments tantôt, on a parlé d'essayer des nouveaux aliments. Il y a des recherches qui démontrent que ça peut prendre jusqu'à 50 présentations d'un aliment avant que l'enfant accepte de le manger. Donc, c'est beaucoup, là, ça 50 présentations, ça peut prendre jusqu'à 50 présentations. Donc, il y a différentes étapes qu'on peut suivre pour la présentation de nouveaux aliments. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, si on participe à faire l'épicerie, préparer les aliments, ce sont aussi des présentations de ces aliments-là, de vous voir manger, c'est une présentation des aliments. Donc, installez ça dans vos routines, aide votre enfant à être exposé à des nouveaux aliments de façon régulière, plutôt que toujours dans son assiette avec l'attente qu'il le mange. Donc, instaurer un nouvel aliment peut commencer avec, il tolère juste que l'aliment soit là, qu'il est sur votre assiette ou qu'il est dans le panier d'épicerie ou qu'on le voit dans le frigo quand on ouvre la porte du frigo. Donc, tolérer. La prochaine étape, c'est interagir avec. Donc, interagir avec peut dire le toucher, même s'il n'est pas coupé et prêt à manger. Donc, comme j'ai dit, quand on prépare la nourriture, quand on lave les aliments, par exemple, interagir avec l'aliment. Ensuite, on peut aller plus vers au niveau là, du visage aussi, qu'on peut sentir, toucher et éventuellement peut-être goûter les aliments. Quand on prépare les repas,
ce sont plusieurs occasions là, de sentir, de toucher et de goûter des aliments. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça là, au moment des repas. Puis c'est un moment qui n'a pas nécessairement la même attente de manger. Donc, c'est plutôt une attente qu'on explore, on n'est pas forcé à le manger, on veut juste avoir du plaisir et explorer. C'est sûr que là, on va ajuster nos attentes et pas forcer l'enfant nécessairement à aller à son rythme selon que l'enfant a peut-être des difficultés sensorielles reliées à certains aliments, certaines couleurs ou goûts ou textures. Donc, on va y aller doucement. Si on a besoin d'aller plus lentement ou aller plus rapidement, ça va dépendre de l'enfant. Puis, une des façons de faire ça aussi, c'est de donner à l'enfant cette exploration-là hors des moments des repas. On peut ajuster les portions aussi. Donc, quand on introduit un nouvel aliment, peut-être qu'on va juste en mettre un tout petit peu disponible. Par exemple, quand on est rendu à l'étape de goûter ou de même manger, on peut ajuster la portion et avoir d'autres aliments qu'on aime bien présents et juste un petit morceau pour que l'enfant sache que je veux juste que tu le goûtes. Tu n'es pas obligé de manger tout la grosse portion de carottes. Tu as juste besoin de manger le petit cube et ça va. Donc, ça, c'est une des façons là, qu'on peut présenter des nouveaux aliments. Une des choses que j'aime faire aussi, c'est de regarder avant, quand on pense à quel aliment. Donc là, on a parlé de comment on peut présenter des nouveaux aliments. Quand on veut penser à quel aliment, c'est toujours la question qu'on se pose. Une des choses que moi j'aime faire, c'est de regarder qu'est-ce qui est déjà dans le répertoire de votre enfant. Et de voir c'est quoi la forme, la texture, les couleurs ou les goûts, puis voir qu'est-ce qu'il y a habituellement là que votre enfant aime et préfère. Puis là, c'est de voir, est-ce que le nouvel aliment, comment est-ce que je peux l'associer le plus proche possible de quelque chose qu'il mange déjà? Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec un petit garçon qui avait un répertoire d'aliments très, 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 très limité. Je pense qu'au moment là, qu'on a commencé, il mangeait du pain pita, les petits mini pita, des croustilles blanches, nature, et il mangeait des pommes. Donc, c'est juste ça, là. Donc, si on regarde, là, OK, un peu croustillant, blanc, habituellement, c'était rond, là. C'était pas mal ça, le répertoire. Et il buvait beaucoup de lait. Donc, ça, c'est ce qu'on regardait. Donc, quand on a regardé ça, ce qu'on a fait par la suite, c'est de voir, OK, par où est-ce qu'on va commencer? Donc, finalement, ce qu'on a fait, parce que les croustilles, c'était, je sais qu'au niveau nutritif, là, certaines personnes vont peut-être se poser des questions, mais notre objectif, c'était augmenter le répertoire. C'était pas nécessairement d'aller avec l'apport nutritif, malgré qu'on avait le OK de la diététicienne pour le faire, parce que justement, notre objectif, c'était d'aller augmenter le répertoire. Donc, on a commencé avec les croustilles. Donc, il mangeait des croustilles nature. On a ensuite essayé, on est allé avec des croustilles nature, mais ondulées. Ça a l'air pas très loin, mais ça a pris quand même plusieurs semaines avant qu'il accepte de manger des croustilles qui n'avaient pas la même présentation. Ensuite, on est allé à des croustilles, mais comme pas faites avec des pommes de terre, avec d'autres choses, donc, mais qui ressemblaient quand même aux croustilles. Donc, nature, mais elles étaient faites avec plutôt là, presque craquelins, donc avec du blé ou du maïs. Ensuite, on est allé avec quand même encore des croustilles rondes, mais on est allé plutôt avec les croustilles type tortillas ou nacho. Et on a fait une progression de ce type-là. Donc, on a eu du succès avec les croustilles. Ensuite, ce qu'on a fait la même chose, mais avec les fruits. Donc, on est passé de la pomme rouge sans pelure, coupée en rond. On a essayé différentes pommes, donc juste avec des petits goûts différents. Ensuite, on est allé avec les pommes poires. Ensuite, on est allé vers les poires. Donc,
on a fait cette présentation-là de nouveaux aliments de cette façon-là. Donc, une progression avec quelque chose que l'enfant acceptait déjà. On ne veut pas truquer l'enfant, donc on séparait quand même les différents types. Il y avait encore ce que l'enfant aimait présent, mais on présentait d'autres aliments. Et on a utilisé la progression que vous voyez à l'écran, tolère, interagit, sent, touche, goûte et mange pour chacune. Et parfois, on pouvait aller plus vite dans nos étapes et parfois, il fallait retourner en arrière. Donc, j'espère que cet exemple-là vous donne des idées de comment est-ce que vous, si vous voulez présenter des nouveaux aliments à votre enfant, vous pourriez vous organiser là, pour essayer ces trucs-là. Je vous invite aussi à poser des questions dans la boîte questions-réponses à n'importe quel moment parce que à la fin du webinaire, je pourrai répondre. Donc, si jamais vous avez des questions ou sur ces sujets-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. On va maintenant regarder les habiletés oromotrices. Donc, une des choses qu'on a discutées dans notre dernière séance, c'était que plusieurs enfants autistes vont avoir une difficulté ou un délai dans le passage au solide et on voit parfois aussi un retard dans le développement des habiletés à mâcher ou mastiquer. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend habituellement? On veut regarder où sont les habiletés motrices, oromotrices de l'enfant et offrir de la nourriture qui s'adapte à ce niveau pour développer l'habileté et pour pouvoir passer ensuite à la prochaine étape de nourriture. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai montré c'est quoi les dans le fond, les différents stades de présentation des aliments. Je sais que de plus en plus, on nous recommande là, moins de purée et de passer plus rapidement vers les aliments de table, mais quand même, la texture serait équivalente à la purée si les aliments sont bien cuits, des choses comme ça. Donc ça, on va regarder, mais je sais que de façon générale, on est moins aux purées liquides, purées plus épaisses. On va habituellement passer plus rapidement. Les recommandations là, des médecins, des pédiatres sont de passer plus rapidement à l'alimentation qu'on dit là, du reste de la famille. Mais comment au niveau oromoteur, est-ce que ça peut affecter l'enfant qui a un petit peu plus de difficultés? Donc, une des choses, la première chose que l'enfant va faire, le bébé, ça va être de passer des liquides au purée. Donc, habituellement, là, on a encore la succion, la langue apporte la nourriture vers l'arrière. Donc, c'est plutôt la langue qui travaille. Donc, si on a un enfant à ce stade-là, si on pense, même si l'enfant est un petit peu plus vieux, s'il a la difficulté avec des aliments qui sont de différentes textures, on pourrait voir pourquoi ça serait difficile pour lui. Ensuite, l'enfant développe les habiletés là, de mastication. Tranquillement, là, il va commencer à mâcher, mais de haut en bas. Donc, on a des purées un petit peu plus épaisses qui vont faire que la bouche va bouger comme ça. On peut aussi mettre des aliments croquants qui fondent dans la bouche, comme les petites biscottes ou les petites galettes de riz qui fondent bien dans la bouche. Donc ça, c'est des types d'aliments qui sont croquants, mais qui fondent dans la bouche. Donc, quand l'enfant mastique juste de haut en bas, il faut faire attention de ne pas trop donner des aliments qui sont durs ou qui sont plus difficiles là, à manipuler et qui ont besoin d'être broyés avec les dents. Donc, ça, c'est une des choses qu'on veut regarder. Ensuite, ce qu'on passe, c'est à mesure que l'enfant peut mastiquer en rotation, on va amener des aliments mous coupés en petits morceaux. Donc, on peut aller avec des petits morceaux là, tout petits comme ça au début pour que l'enfant puisse manipuler la nourriture dans sa bouche et va commencer à mastiquer de haut en bas, déplacer l'aliment dans sa bouche avec sa langue pour que l'aliment soit défait en morceaux et ensuite avalé. Un des dangers parfois quand on va plutôt avec
l'âge de l'enfant plutôt que les habiletés, c'est que parfois nos morceaux sont trop gros. Et là, l'enfant a de la difficulté à le bouger dans sa bouche. Et c'est ça qui fait là, qu'il pourrait s'étouffer, qu'il pourrait avoir de la difficulté ou recracher l'aliment. Donc, c'est pour ça que les petits morceaux, on veut les faire assez petits pour que l'enfant puisse bien le manipuler et qu'il ne s'étouffe pas. Ensuite, des bouchées d'aliments mous ou bien cuits. Donc, on va aller avec un petit peu plus gros parce que là, l'enfant peut commencer à bouger ses mâchoires et masquer plutôt en rotation. Donc, comme ça. Et que là, ça bouge de chaque côté. La langue va apporter la nourriture vers les dents. Et là, la bouche va rester fermée pour garder la nourriture à l'intérieur. Donc là, on peut avoir plutôt une bouchée. Où est-ce que là, l'enfant va pouvoir manipuler, bouger la nourriture dans la bouche, rester à l'intérieur, comme ça, par exemple, que ce soit une viande bien cuite, du poisson, des pâtes. Donc là, on peut voir que là, l'enfant pourrait manger des aliments là, plus solides et bien les bouger dans sa bouche. Et éventuellement, l'enfant se rend à texture mixte. Donc là, c'est quand on a des aliments liquides et croquants en même temps, comme par exemple des céréales dans du lait. Ça prend plus de développement des habiletés parce qu'il faut manipuler différentes textures dans notre bouche et avoir une mastication là, qui est bien établie. Donc, c'est pour ça qu'au début, et avec certains enfants autistes, les textures mixtes sont difficiles. Ils préfèrent, pour différentes raisons, pas juste oromotrices, ils préfèrent que ça soit séparé. Et il y a une bonne raison aussi au niveau oromoteur, c'est que les textures mixtes sont plus difficiles à manipuler. Donc, les pâtes sont séparées des légumes, sont séparées de la viande. C'est habituellement plus facile que quand je mets les pâtes, la viande et les légumes ensemble avec de la sauce. Donc, c'est une des raisons pourquoi parfois on va séparer pour aider l'enfant pour que ça soit plus facile pour lui à manipuler la nourriture dans sa bouche. Donc, si vous voyez que votre enfant a des difficultés à manipuler la nourriture dans sa bouche, qu'il y aurait peut-être des difficultés même à prendre des bouchées, donc, à ce moment-là, on veut consulter un professionnel pour aller chercher de l'aide pour être certain que le niveau de stade de développement de votre enfant soit bien apparié aux aliments que vous lui présentez, la texture, la forme et la taille. Et finalement, la dernière chose, c'est prendre une bouchée. Donc, par exemple, aller prendre une bouchée d'un craquelin ou prendre une bouchée de morceaux de fromage. Donc, où est-ce que là, on prend une bouchée, mais on ne mange pas tout le morceau. Ou prendre une bouchée d'une barre granola, mais on ne mange pas toute la barre granola. Donc là, ça, c'est différent. Il faut que l'enfant puisse prendre la bouchée et juste prendre ce qu'il a besoin pour mettre dans sa bouche. Ça, c'est une autre habileté plus avancée. Donc, c'est pour ça qu'au début, on dit couper en petits morceaux et éventuellement aller à des morceaux plus grands quand votre enfant est capable de ne pas tout mettre dans la bouche, mais de prendre une bouchée et de ressortir ce qu'il n'a pas besoin tout de suite, ce qui est trop gros. Donc, ça, c'est des étapes de développement et qu'on voudrait regarder selon les habiletés de votre enfant à mettre la nourriture dans la bouche, la mâcher et ensuite l'avaler. J'espère que ça a été aidant pour vous, que vous puissiez voir là, où est-ce que vous pourriez peut-être ajuster des petites choses. Il y a encore le temps de mettre des questions dans la boîte questions-réponses, mais ceci complète notre webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être présent et on va maintenant répondre à vos questions. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir visionné notre webinaire sur les repas, un jeu d'enfant, notre séance numéro 2, qui parlait de soutenir les moments du repas. Maintenant, on va répondre à quelques questions. La première question que j'ai ici, c'est, et ça c'est quelque chose que c'est quand même assez fréquent, donc je suis contente qu'on puisse répondre à cette question-là.
Mon enfant jette sa nourriture par terre. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, la première chose qu'on va faire, que moi je vous suggère, c'est de faire le détective. On a parlé à la première séance que tout comportement essaie de communiquer quelque chose ou a une fonction. Donc, qu'est-ce que votre enfant est en train de vous dire quand il jette sa nourriture par terre? Quelques exemples. Ça peut être qu'il a terminé. Ça pourrait être qu'il n'aime pas ça. Ça pourrait être qu'il n'aime pas que les aliments dans son assiette se touchent ou qu'il y ait plus d'un type d'aliment dans son assiette. Ça peut être des préférences sensorielles ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelques exemples communs que j'ai déjà vus. Donc, je vous invite à faire le détective pour essayer de voir est-ce que ça pourrait être une de ces choses-là. Stratégie, une qui fonctionne quand même assez bien d'ordre général avec plusieurs enfants, c'est de leur montrer, donc d'avoir une façon prévisible et une façon de communiquer soit communiquer la faim, soit communiquer qu'ils ne veulent pas l'avoir dans leur assiette, de façon prévisible, puis cette occasion-là de faire un choix que je ne le veux pas, celui-là. Parce que ce n'est pas tous les enfants autistes qui vont pouvoir nous le communiquer de façon vraiment claire et précise. Donc, il faut leur donner une façon de nous montrer. Donc, ce que je suggère, c'est soit une serviette ou une assiette que nous, on appelle l'assiette « je veux pas » ou « j'ai fini ». Donc, où est-ce que là, l'enfant, plutôt que de le jeter par terre, vous lui montrez à mettre dans cette assiette-là, puis cette assiette-là, elle va de côté. Ou elle peut être proche, mais comme elle ne fait pas partie de ce qu'on s'attend qu'il mange, donc c'est séparé. Donc, si par exemple, jette par terre, vous pouvez prendre ou aider votre enfant à le prendre et à le mettre dans cette assiette-là. Donc, si on fait ça de façon constante, on peut montrer à l'enfant qu'il y a un endroit là où est-ce que la nourriture, là, elle ne sera plus là, elle ne sera plus partie de ce qu'on s'attend qu'il mange. Donc, on ne gronde pas nécessairement quand votre enfant jette la nourriture par terre parce que ça pourrait, une réaction forte pourrait faire que j'ai eu une réaction à ce que j'essayais de communiquer, donc ça fonctionne. Donc, on veut plutôt être assez neutre, lui montrer tu veux pas, on met dedans ou on met sur l'assiette. Donc, ça pourrait être une stratégie à essayer. Deuxième question, et ça, c'est quelque chose que parfois des personnes dans l'environnement de la famille vont dire, c'est que mon enfant refuse de manger. Est-ce que c'est vrai qu'il va finir de manger s'il a assez faim? Donc, on entend souvent ça par des personnes qui ont des bonnes intentions, mais c'est une question là, qui revient parfois de certains parents. Mais si j'attends assez longtemps, est-ce qu'il va finir par le manger? Ou est-ce que je le pousse? Est-ce qu'il va finir par le manger? Ça, c'est un mythe. Donc, les difficultés d'alimentation, ce n'est pas des caprices. C'est souvent dû, comme on a vu dans notre première séance, c'est dû à des caractéristiques de l'autisme qui font que c'est une difficulté, c'est un défi pour l'enfant, soit au niveau sensoriel, soit au niveau des préférences restreintes, soit au niveau moteur, donc ou de communication. Il y a plusieurs raisons pourquoi les difficultés d'alimentation surviennent. Donc, c'est pas nécessairement vrai qu'il va manger quand il va avoir faim. Donc, on veut faire attention parce que l'enfant peut graduellement restreindre de plus en plus, devenir de plus en plus sélectif dans ce qu'il va manger. Donc, ce que je recommande à ce moment-là, c'est de présenter l'aliment, comme on a vu dans notre webinaire, présenter au moins un aliment que vous savez que l'enfant va manger, là, comme qu'on est presque 80% certain qu'il va manger celui-là, avec un autre aliment que soit il a mangé dans le passé, soit qui est proche de l'autre, qui est quand même assez semblable, soit qu'il mange des fois, pour essayer de voir si votre enfant pourrait, une fois qu'il commence à manger, être intéressé à l'essayer. Donc, mais ce n'est pas vrai que s'il a vraiment faim, il va manger. Parce que si ça me cause de la détresse, manger cet aliment-là, ou ça me fait mal parce que je ressens des choses d'une certaine façon,
il ne va pas le manger. Donc, ça, c'est suggestion pour cette question-là. J'ai le temps de prendre une autre question. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant. Ah oui. On m'a suggéré de cacher les aliments dans des repas qu'il aime. Donc, pour aller chercher, par exemple, certains nutriments ou certaines catégories d'aliments que votre enfant ne mange pas, par exemple, ça pourrait peut-être être ça. C'est quand même assez fréquent que les parents vont essayer ça parce qu'à un moment donné, on veut vraiment que notre enfant ait les apports nutritifs là, nécessaires. Par contre, je dis toujours que ça peut être une arme à double tranchant. Donc, si ça n'en aperçoit pas, OK, on a la chance de passer les légumes dans la soupe si on la met dans le mélangeur ou la viande vraiment bien écrasée, la viande blanche bien écrasée dans les pommes de terre pilées, par exemple. Ceci dit, il y a des enfants, plusieurs, j'en connais énormément, qui vont nous voir venir de loin, qui vont détecter, moi je me dis même détecter l'aliment caché. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est que votre enfant refuse complètement cet aliment-là. Donc, si on est dans de la sélectivité là, donc alimentaire très importante, je ne recommande pas nécessairement de cacher dans des aliments préférés parce qu'on risque de faire en sorte que votre enfant ne le mange plus du tout. Parce que, justement, s'il est capable de le déceler, là, ça peut poser problème. D'un autre côté, si votre enfant l'accepte, OK, ça va, mais ça prévient ou ça empêche qu'on développe, explorer différents aliments, tolérer, comme on a vu là, la courbe là, de la flèche avec la courbe qui montre là, des différentes étapes de présentation des aliments. Si on veut que l'enfant découvre différents aliments, découvre différentes odeurs, différents goûts, différentes textures, c'est bien de les présenter comme ils sont et pas essayer trop de les cacher. Donc, on peut pour certaines choses, je veux dire, dans un muffin, parfois, j'ai une maman qui va rajouter des petites graines de lin moulues dans le muffin pour ajouter des vitamines, des choses comme ça, ou ajouter un tout petit peu de banane écrasée dans le pédiasure, par exemple, mettre ça dans le mélangeur. OK, ça peut passer, mais il faut juste être conscient que ça se peut que votre enfant le décèle et en même temps, bien, il ne se pratique pas là, à développer là, sa tolérance à différents aliments. Donc ça serait ma réponse pour la question de est-ce que cacher les aliments, c'est une bonne idée? Peut-être que oui, peut-être que non. Malheureusement, comme pour plusieurs choses, ça dépend. Ça dépend des enfants, ça dépend des aliments, ça dépend des cas aussi. Mais c'est des choses auxquelles vous pouvez penser et voir si ça s'applique à votre enfant ou non. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que ces réponses vous ont été utiles et au plaisir de vous revoir dans d'autres webinaires. Merci, bonne soirée.